Et avant d'entrer, dans le débat, posons un peu le décor. On parle beaucoup de consommation, responsable, Thomas, mais on oublie souvent à quel point, le consommateur est sollicité, responsabilisé, parfois même, culpabilisé. Alors comment l'aider à faire les bons choix, sans lui faire porter, tout le poids de la transition? Tu voulais justement revenir sur cette tension entre, responsabilité individuelle et transformation collective. Oui, et puis déjà, peut-être évoquer le fait que, peut-on considérer que des consommateurs seraient irresponsables dans leurs actes d'achat? Je trouve que c'est un peu fort de le dire comme ça, mais parfois le comportement de certaines marques peuvent le laisser penser. J'aimerais évoquer pour commencer, cet édito, une situation assez intéressante à analyser qui date de 2023, alors que des hauts dirigeants de Coca-Cola à l'époque, se lancent dans un plaidoyer autour du fait qu'ils n'arrivent pas à avoir suffisamment de gisements de plastique pour faire des bouteilles recyclées. Et à l'époque, ils nous expliquent que ils ont 2 problèmes, c'est Mmh. le fait de vendre suffisamment de bouteilles en plastique pures pour avoir du gisement de recyclé Mmh. et la collecte. Le geste réalisé par les consommateurs une fois qu'ils ont bu, leur boisson pour récupérer ensuite ces bouteilles. Cette séquence, elle est hyper intéressante parce qu'elle montre bien à quel point parfois les marques jouent un jeu, parfois je trouve, de dupe pour rejeter une forme de responsabilité sur des consommateurs à qui on a mis entre les mains des produits jetables à usage unique. Alors, ça montre à quel point ces consommateurs, ces consommatrices Mmh. sont mis sous pression très régulièrement à travers leur comportement. On leur demande aussi d'essayer de sauver la planète et de favoriser des conditions sociales des travailleurs qui soient meilleures alors que leur pouvoir d'achat reste limité et que le cadre réglementaire ne Mmh. favorise pas les offres justes. Ils sont saturés d'informations. Il existe des dizaines, peut-être même plus de 100 labels généralistes et sectoriels en France. Difficile donc de s'y retrouver Mmh. avec au final un sentiment de culpabilisation de Mmh. ces consommateurs qui n'aident pas beaucoup, je Et pense. alors justement, est-ce qu'on n'en demande pas trop aux consommateurs alors que les vraies décisions se prennent en amont du côté, des entreprises et des politiques Alors, publiques? peut-être, mais, il y a un certain paradoxe entre l'envie et l'action puisque chaque année, il y a un baromètre intéressant qui est réalisé par l'ADEME avec, le cabinet Greenflex, qui nous dit, par exemple, dans sa dernière édition, que 7 Français sur 10 déclarent vouloir, consommer responsable, mais dans les faits, 75 restent, principalement guidés par les prix qu'ils ont en face d'eux lorsqu'ils, réalisent leurs actes d'achat. Certains Mmh. secteurs semblent en difficulté aussi pour, faire advenir des offres plus vertueuses, dans la mode face à l'émergence de l'ultra fast fashion. Je pense qu'on en parlera un petit peu aujourd'hui. Dans le numérique, où l'obsolescence programmée, s'est largement installée. Dans l'alimentaire, évidemment, où le bio a connu des années, difficiles, même s'il semblerait qu'il y a un rebond qui émerge en ce moment. Résultat, on veut bien faire, Mmh. mais souvent on achète mal. Alors est-ce qu'on peut vraiment parler de choix éclairés quand le budget reste, le premier critère d'achat? Alors, au-delà du budget, il faut aussi évoquer le poids du marketing dans tout ça, hein. L'autorité de régulation de la publicité nous dit qu'un Français est exposé entre 1 200 et 2 000 fois par jour à des messages publicitaires. Imaginez la pression que cela fait peser sur les comportements d'achat, Mmh. avec des messages qui poussent à consommer plus, plus vite, plus jetables et souvent, des choses, qui pourraient sans doute être jamais fabriquées. Par-dessus ça, des pratiques parfois dites de greenwashing, hein, vont Mmh. aussi brouiller le message, et les comportements en repeignant, en vert, des Mmh. produits, et des services qui bien souvent, abîment le vivant. Et alors finalement, est-ce que le marketing ne finit pas par, gâcher, tous les efforts, de pédagogie en créant, de faux, besoins et en masquant les vrais coûts? Alors peut-être, l'information est évidemment nécessaire, on l'évoquera aussi. Un vrai levier, pour, réussir à transformer les offres étant évidemment aussi la régulation. On l'a vu d'ailleurs ces dernières Mmh. années avec la loi AGEC par exemple sur, le volet de l'économie circulaire, avec les indices de réparabilité qui deviennent obligatoires ou avec, ce jour même, le lancement, d'un affichage environnemental des vêtements lancé par l'État pour des marques volontaires. Sans doute donc que celles qui le feront sont celles qui auront un bon score à travers leurs pratiques. Néanmoins, ça permet de commencer à initier un mouvement. Alors responsabiliser l'individu ou réguler les entreprises? On l'a dit donc, les deux sont nécessaires, même s'il faudra sûrement définir des priorités. J'aimerais surtout terminer en disant, au-delà du marketing, Mmh. du cadre réglementaire et du pouvoir d'achat, j'aimerais terminer en détournant un slogan publicitaire bien connu. Je pense qu'il vous dira quelque chose à toutes et tous, qui dit le vrai prix des bonnes choses. Et je voudrais le détourner parce que ce slogan vraiment me percute au plus haut point, m'agace d'ailleurs, parce que je pense qu'en réalité, il serait temps qu'on paye le vrai prix des mauvaises choses. C'est-à-dire ces choses qui génèrent des externalités absolument atroces en matière environnementale et sociale, mais qui ne se retrouvent jamais dans le prix Mmh. en rayon. Tout ça, c'est un coût pour la collectivité et il serait temps qu'on puisse bien plus facilement le percevoir pour que chacune et chacun, dans nos actes d'achat, on consomme en conscience. Merci Thomas. Je me tourne vers vous, chers invités désormais. Si on ne fait rien, qu'est-ce que, ça nous coûte collectivement, demain? Mathieu, vous le voyez, au quotidien, ne pas accompagner, les agriculteurs dans cette transition, c'est risquer, de payer beaucoup plus cher à terme? C'est ça, bah, on parle souvent du coût de l'inaction, qui est, je pense, très visible dans l'agriculture aujourd'hui.
En fait, on a une véritable stagnation des rendements ces dernières années. Depuis, si on regarde juste sur le blé, depuis les années 2000, finalement, les rendements ont stagné et on rencontre des épisodes climatiques 2 fois plus fréquents qu'avant les années 2000. Donc ça s'est accéléré. En fait, c'est vraiment un constat qui est partagé par tout le monde, tous les acteurs du monde agricole, et en premier lieu par les agriculteurs qui sont en fait très largement concernés par ces menaces climatiques qui sont de plus en plus fréquentes et concernés par la viabilité finalement de leur propre activité. Et face à cet effondrement de la biodiversité, ces aléas climatiques, on a des agriculteurs qui sont aussi ouverts pour changer. Il y avait une étude qui est sortie récemment par The Shift Project, dont le président est Jean-Marc Jancovici, qui dit que 93% des agriculteurs sont aujourd'hui prêts à faire évoluer leurs pratiques, mais ils demandent un soutien financier pour être accompagnés dans ce changement. Victoire, Laetitia, à vos échelles respectives sur l'inaction? Moi, je pense qu'en effet, il y a plusieurs risques à ne rien faire. Déjà, il y a un risque environnemental évident. Par exemple, 80% de l'empreinte environnementale d'un smartphone se fait au moment de sa fabrication. Donc, plus on renouvelle et plus on a un impact très fort en termes non seulement de déchets, ce qui est peut-être le plus visible, mais aussi en termes de fabrication de matières, d'extraction, de pollution. Donc l'impact environnemental, il est évident et on ne peut plus se le permettre. L'impact, il est aussi social parce que si on continue sur cette voie, il y a quand même une grande colère face à l'obsolescence prématurée des produits, un gaspillage, un écœurement qui vient des consommateurs et qui est assez légitime, mais il est aussi économique parce que c'est une question de souveraineté, de voir les entreprises françaises, comment est-ce qu'elles se positionnent et comment est-ce qu'elles font face à une concurrence, face à des marques qui peuvent vendre des choses très peu chères, très peu qualitatives, là où parfois il y avait une culture de la réparation, par exemple sur les voitures, sur plein d'autres choses. Et il y a vraiment une question de posture. Il y a des entreprises françaises qui peuvent être pionnières, qui peuvent se démarquer des autres grâce à la durabilité, à la réparabilité, à des bonnes pratiques. Et si elles ne prennent pas le pas, elles risquent tout simplement de s'effondrer et de couler face à des compétiteurs qui sont à l'échelle internationale sans aucune règle et beaucoup moins disantes. Absolument, et je vais compléter sur le dernier argument que je trouve très juste et qui est peut-être pas celui où on nous attend aujourd'hui en premier, c'est l'argument économique, en prenant l'exemple le plus caricatural qui est celui de l'ultra fast fashion qu'on a mentionné. En fait, aujourd'hui, pour moi, il semble fondamental que le citoyen comprenne le lien entre son pouvoir d'achat qui est dilapidé, l'inflation dans notre État, la crise qu'on traverse et la concurrence de marques ultra déloyales comme Shein et Temu, qui sont pour autant les premiers pôles de consommation des Français en matière textile. Il y a plus de 23% de la population qui consomme ces marques-là et c'est le premier site e-commerce visité. Et en fait, ce sont des entreprises qui non seulement ont des croissances et font des bénéfices qui sont pharaoniques, mais qui ne jouent pas les mêmes règles du jeu que nos entreprises, ne payent pas leurs impôts en France, fraude à la TVA, fraude en termes de contrôle sanitaire et de qualité des produits. Donc non seulement on s'appauvrit quand on achète ça, donc on dépense de l'argent qu'on jette finalement, on n'investit pas dans un produit de qualité qui va être pérenne, qu'on va pouvoir faire réparer, revendre, etc., qui va avoir une valeur qui va se perpétuer. D'une part, donc à titre individuel et à titre collectif, on met en souffrance des dizaines, des centaines de marques qui ferment et qui mettent toute la clé sous la porte. Donc ça veut dire qu'on tue aussi nos centres-villes, les commerces de proximité, que des boîtes qui employaient 100 ou plusieurs milliers de personnes, finalement les licencient. Et donc c'est un château de cartes économique qui s'effondre. Et il y a un risque pour moi d'inaction économique qui est majeur si on décide à minima de se défendre et sinon de ne pas attaquer, ce qui me semble être la chose à faire maintenant. La semaine dernière, il y a eu un cas très intéressant dans cette industrie, justement, d'un acteur qui va pas très bien économiquement, qui s'appelle Pimki, qui a décidé de s'associer à Shein pour revendre sur sa plateforme ses produits. Ça a une vertu, c'est que toute l'industrie s'est unifiée autour de l'idée qu'il fallait surtout pas pactiser avec Shein. Et donc peut-être que parfois aussi des comportements de marque qui continuent de choisir une voie exclusivement économique au détriment d'autres causes, se retrouvant en fait très isolés et peut-être encore plus sensibles à des évolutions sectorielles qui leur coûteront cher. On en garde un peu sous le pied pour la suite, chers amis. C'est l'heure du pour ou contre.